Bonjour Sangha. Et nous sommes rendus presque à la fin de la retraite. Et en premier, nous vous remercions beaucoup avec beaucoup de coopération dans la retraite et garder la silence et continuons encore parce que nous avons une cérémonie assez importante demain. Donc, sans retarder, je vais demander à mon ami Claude d'éviter 3 sons de cloche pour qu'on débute. Alors, avant de laisser la parole à mon cher frère Junke, j'aimerais vous partager un peu mes expériences. Je pense que je connais Junke, mais je ne le connais pas du tout. Juste récemment, parce que quand il a pris sa retraite, il commence à faire beaucoup de photographies. Et j'ai l'occasion de faire la photographie avec lui et je vous avoue que j'ai appris comment regarder la nature avec mon cœur. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est ça que j'ai appris. Donc aujourd'hui, Junke va nous parler quelque chose, mais plusieurs d'entre nous connaissons déjà Junke, mais je pense que nous ne le connaissons pas du tout. Donc je vous invite à l'écouter, je vous invite de l'écouter aujourd'hui, mais pas avec une oreille ordinaire, parce que écoutons un poète très compassionnant qui nous parle. Merci. Alors, bonjour mes chers amis, on est au village des Érables le 1er septembre 2019. C'est une journée mémorable pour moi. Si je ne me rappelle pas de cette journée, ce serait Condé. Parce que chaque année, c'est toujours la même histoire. C'est la journée de mon anniversaire de mariage. Et puis à chaque fois, c'est au village. Mariage, village. Alors, c'est une journée mémorable, n'est-ce pas? Alors, si je ne me rappelle pas, il y a toujours quelqu'un qui me fait rappeler. Et si ce quelqu'un ou cette personne ne me rappelle plus, problème. Alors, je vais vous proposer d'abord, merci d'être à temps, parce qu'on essaie toujours à l'heure pour nos activités. Et ce que je propose de faire avec vous pour le dernier discours, c'est faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Et à partir de là, je vais rentrer dans les détails et puis peut-être compléter des parties manquantes. Mais tout ça, c'est pour moi, quand j'ai pensé à ça, c'est pas nécessairement ce que j'aimerais partager. Vous allez voir. Ce que j'aimerais partager, à la mode, vous lire un de mes poèmes. Ce poème, je l'ai écrit pour des amis. Bon, je vais lire mon poème. Alors, ce poème, je l'ai fait en février 2016. Laisse tes larmes couler, le titre.
Laisse tes larmes couler, des gouttes immaculées qui lavent, pour que tu puisses laisser tomber chagrin et te libérer de tes entraves. Laisse tes larmes couler au creux de mon épaule désacmée. Laisse couler tes larmes. Laisse-les couler tes Laisse tes larmes couler, laisse-les couler et t'imprégner jusqu'au bas très fond pour te faire guérir, apaiser et dorloter. Laisse tes larmes couler, tu n'es pas seul et je suis là. Crois-le ou pas, depuis l'éternité, à donner mon bras et t'accompagner. Laisse couler tes larmes, ces gouttes s'envoleront dans le ciel. Et en pluie, elles vont retourner pour t'offrir la chanson des feuilles d'automne sur la douceur de ton oreiller. Laisse couler tes larmes. Laisse tes larmes couler, la vie c'est comme un jour, la douleur, la joie, c'est juste un séjour qui sera enchanté par tous les gens qui t'entourent et pour lesquels tu es toujours la bien-aimée. Laisse couler tes larmes, laisse tes larmes couler. Alors j'ai écrit ce poème en prenant le point de vue du Bodhisattva Avalokiteshvara. Nous avons l'occasion de connaître le Bodhisattva Avalokiteshvara, n'est-ce pas? Alors on peut écouter par notre écoute, mais on peut écouter aussi par notre silence. Et ce silence, ce n'est pas un silence opprimé. C'est un silence de compassion, n'est-ce pas? Alors, je vais commencer par faire le résumé. Alors, le thème de la retraite, c'est revenir à aux pratiques essentielles, n'est-ce pas? Et les premières journées, alors notre scientifique, notre frère Ki, parle de courant, de ce qui se passe dans le courant, n'est-ce pas? Et il parle de Aïda, hein, le secret des gens qui font la publicité. Hein, il parle de Aïda. C'est attention, intérêt, désir et acheter. Hein, et il parle de l'inter-être des 5 éléments, n'est-ce pas? L'inter-être des 5 éléments. Ah, j'ai oublié le discours de mon frère Claude. Alors, mon frère Claude a commencé par réellement revenir à l'essentiel, et puis on a beaucoup mis l'accent sur ce qui est le corps. Le corps, c'est-à-dire dans les positions de la vie quotidienne, quand on marche, quand on s'assoit, quand on s'allonge et quand on se met debout. En passant hier, est-ce que vous avez pour la première fois pratiqué la méditation debout en attendant la queue là, pour monter? C'est une belle pratique pour ça, n'est-ce pas? Souvent, on ne reste pas debout, immobile pour 5 minutes. Il faut toujours marcher. Alors, dans ce rituel-là, on a l'occasion d'apprendre à se mettre debout et rester là. En vietnamien, on a un proverbe qui dit, ou un devoir qui dit,
Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Où vas-tu? Pourquoi es-tu si précipité? Reste debout, reste immobile. Parce que aussitôt que tu marches et que tu cours et puis tu vas te trébucher sur une pierre ou sur une corde. C'est ça. Alors, le premier discours de notre frère Claude parle des positions des corps et de la présence pour ces positions. Le deuxième jour, notre frère Kei parle de comme individu, on n'a pas le choix d'être dans le courant. On est déjà dans le courant et on pense qu'on est séparé et on fait partie du courant. Et quand on est dans le courant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le troisième jour, notre frère Vin, cher Vin Tien Ngo, nous a parlé un petit peu de la langue vietnamienne, du conte de Kieu. Le conte de Kieu. Et surtout, il parle, parlez-moi de mon vrai nom, call me by my true name. Et puis, il a donné tout un cursus, un cursus de théorie bouddhique qu'il faut peut-être explorer pour nous connaître, se connaître. Et surtout, il met l'attention sur les cinq formations universelles dont le contact, l'attention, sensation, perception et volition. Et pourquoi universel? Universel, ça veut dire neutre. Ce sont des formations neutres qui peuvent s'appliquer en combinaison avec d'autres. Alors, on peut avoir le contact. C'est neutre, hein? Mais contact avec quoi? Contact avec... c'est quoi qui est en contact? Et l'attention sur quoi? Et puis, notre frère Vin a parlé aussi de la pleine conscience et les pratiques qu'on fait ici pendant cette retraite. Il a parlé aussi les conditions pour les formations mentales, pour les souffrances, pour la joie et puis tout ça, et développe en 4 les 5 pourquoi. Mais il n'a pas eu le temps de parler des 4 acquisitions précieuses. Alors, si j'aurai le temps, je parlerai de ça aussi. Quand j'ai écouté mon frère qui parlait de courant, ça me fait rappeler tout de suite un chapitre dans le livre sur les traces de Siddhartha. C'est le chapitre 63. Et dans ce chapitre, le livre parle de le chemin ou le courant qui nous mène à l'océan. Dans ce chapitre, on parle des troncs d'arbres. Vous savez, à partir... je travaillais souvent à La Tuque. Et de La Tuque, il y a la rivière... c'est quoi la rivière, le nom? Mauricie, là. La Saint-Maurice, là. Hein? Et puis là, il y a la rivière Saint-Maurice. Et puis, dans l'ancien temps, les moulins des pâtes et papiers, ils coupaient les arbres et puis mettaient les arbres dans la rivière. Et
et ça flotte et puis ça va. Et quand on parle de courant, on peut le dessiner comme ceci. Pour simplifier, hein. Il y a un méandre, et puis il y a un autre, ça va comme ça. Et puis cette direction, c'est l'océan, c'est la mer. On voit des troncs d'arbres un peu partout. Le chapitre parle de ça. Mais avant de parler de ça, j'aimerais revenir sur les pratiques essentielles. Et puis pour faire cela, je vais poser une question ou deux. Alors, quand vous venez à la retraite, quelles sont les questions que vous avez? Est-ce que vous avez des questions quand vous venez à la retraite? Ce n'est pas ma question à vous, c'est ma suggestion de vous poser la question. Qu'est-ce que vous cherchez? Alors si je le fais pour moi-même, je dis, est-ce que j'ai des questions quand je vais à la retraite? Ou qu'est-ce que je cherche? C'est essentiel, n'est-ce pas? Quand on est malade, on cherche un bon docteur, n'est-ce pas? Un bon médecin, un bon médicament. Ça, c'est essentiel. Parce que si on ne trouve pas de médecin, on ne trouve pas le bon médicament, on restera toujours malade. Mais il y en a des gens qui aiment être malades sans se guérir. Pire que ça, il y a l'exemple de Bouddha qui parle, on reçoit une flèche. On ne veut pas guérir, on veut c'est qui a tiré la flèche. C'est quoi la question essentielle? Et pensez-vous que si vous ne trouvez pas la réponse, ou au moins éclaircir un petit peu cette question, on va vous offrir à la retraite? Ce qu'on peut faire, nous autres, tous mes frères et sœurs ici, et tous les gens qui viennent ici avec bon cœur, on essaie toujours à aider les gens. Mais on ne peut pas. On ne peut pas vous dire c'est quoi vos questions, c'est quoi ce que vous recherchez. Et c'est pour ça qu'on a besoin de silence. Parce que sans le silence, c'est comme essayer de parler dans une discothèque. Même si on essaie de nous dire, et puis qu'est-ce que tu dis? Ou même quand on entend très bien, mais on est ailleurs. Et c'est pour ça, vous voyez, la pratique essentielle, c'est d'abord le silence. Mais pour aider le silence, c'est pour rester dans le silence, il faut la concentration. C'est pour ça qu'on parle tout d'abord de la respiration. Et même quand on parle du silence et de la respiration, est-ce que c'est essentiel? Ceux qui ont connu le sutra de la respiration consciente savent que tu dis que tu prends la pleine conscience de la respiration,
Quand j'inspire, je sais que j'inspire, et puis quand j'expire, je sais que j'expire. Alors il n'y a rien là. Mais vous voyez, le Bouddha, il est tellement bon enseignant. Il dit, on ne sait pas assez. Il faut rentrer dans les détails. Quand j'inspire, et si mon inspiration est longue, je sais qu'elle est longue. Quand j'expire, et je sais que mon expiration est courte, je sais qu'elle est courte. Et ainsi de suite. Et si on lit les 16 types de respiration, méthodes de pratique, on se perd là-dedans. Et puis vient Thầy Thích Nhất Hạnh, le maître du village des Pruniers, il nous dit, bon, on oublie ça, les 16. Rappelez seulement de ce petit poème. Hein? In, out, deep, slow, calm, ease, smile, release. Ben, ça comprend tous les 16 respirations. J'inspire, j'expire. C'est plus calme, c'est plus douce, c'est plus profond. Alors ça ajoute toutes ces qualités dans notre pratique pour la respiration seulement. Hein? Alors tout ce qu'on ajoute après, on va voir, mais pour moi, c'est du superflu. Superflu, pourquoi? Parce que la nature humaine, on est une bête à penser, une bête à raisonner. Et on se perd dans nos pensées, on se perd dans nos raisonnements et surtout, on se bat à cause de cela. On chicane à cause de cela. On se met en colère à cause de cela. Parce qu'il y a tous ces ajouts, tous ces raisonnements qui rendent les choses de plus en plus compliquées. Tandis que la pratique essentielle et la sagesse est toujours très simple. Elle est toujours très simple. Par exemple, marcher. Avant de prendre le premier pas, on pense déjà au deuxième pas. On n'a pas encore fini le premier pas, puis on peut prendre le deuxième pas. Et on ne fait jamais un pas comme il faut. Écoutez. Quand on entend quelque chose, là, j'ai compris. Ou je n'ai pas compris. Et ça s'arrête là. Faire ou ne pas faire, n'est-ce pas? Écouter ou ne pas écouter. Chanter, par exemple. Chanter, on chante. Je sais chanter. Je ne sais pas chanter. Mais celui qui chante ne sait pas chanter, et celui qui ne chante pas sait chanter. Je prends un exemple. Vous savez, les maîtres de Kung Fu, quand ils se battent, alors 2 maîtres de Kung Fu se battent. Après le combat, on sait c'est qui va gagner. Mais vous croyez-le ou non, au Japon, surtout au Japon,
qui rend les choses de plus en plus essentielles dans leur pratique, que 2 maîtres de Kung Fu peuvent se mettre l'un devant l'autre et rester immobiles, sans un geste. Et après une demi-heure, l'un se dit, vous m'avez battu. J'ajoute un petit peu de détails dans le chant pour partager un petit peu mon point de vue sur ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment la musique jazz? Et puis, quand vous écoutez le jazz, comment vous déterminez que cette personne chante bien et chante bien le jazz? Pour moi, celui qui sait chanter, c'est celui ou celle qui sait exprimer. Exprimer quoi? Son sentiment. La musique, c'est superflu. Parce qu'on peut exprimer son sentiment par la musique jazz, par le rythme, par la mélodie. Mais l'essentiel, c'est son expression. L'expression qui touche nos cordes sensibles, n'est-ce pas? Alors dans la pratique, c'est la même chose. On essaie tous de toucher votre corde sensible. Mais pourquoi faire? Parce que nous, on ne sait pas la solution. Pour que vous réalisez, que vous prenez complètement de la conscience, que c'est ça vos cordes sensibles. Et peut-être ces cordes sensibles ont besoin de soins. Et que vous cherchez toujours quelque part et sans savoir quelles sont mes cordes sensibles. Ah, c'est un bon moment de venir au courant. Alors le Bouddha, il parle de le cheminement, la voie de la pratique, c'est comme rentrer dans le courant pour atteindre l'océan, le vaste océan ou la mer qui représente l'éveil et la liberté. Mais ce qui arrive, il dit que sur le parcours, il y a 6 obstacles. Alors, on peut avoir beaucoup de troncs d'arbres ici, là, qui commencent de l'Afrique. Il arrive quelque part, ici, lui, il est accroché au bord de la rive. Alors, c'est le premier obstacle. Alors, il vient ici, là, le courant n'est pas assez fort, il y a une branche assez solide, lui aussi, il est accroché ici. Alors, c'est le premier obstacle. Et le Bouddha parle de 6 possibilités d'obstacles. Et ces 6 sont quoi? Ce sont nos 6 sens ou organes. 6, je dis 6S, 6 sens. C'est-à-dire la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher et la pensée. Alors, c'est-à-dire que, aussitôt tu vois quelque chose, on est accroché. Aussitôt qu'on entend quelque chose, on est accroché. Aussitôt qu'on touche quelque chose, on est accroché. Ou,
Aussitôt qu'on n'entend pas ce qu'on veut entendre, on est accroché. Alors rappelez, je vous suggère, faire, ne pas faire. Alors, pour moi, c'est un mantra de pratique. Si j'entends, qu'est-ce que ça me donne? Si je n'entends pas, qu'est-ce que ça me fait? Alors, si je vois, qu'est-ce que ça me fait? Et c'est quoi cette pratique? C'est la pleine conscience. Quand on fait, on sait qu'on fait. Quand on ne fait pas, on est conscient qu'on ne fait pas. Mais la partie ne pas faire, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous pousse à écouter, mais on ne sait pas, alors on n'entend pas ce qu'on veut entendre. On ne voit pas ce qu'on veut entendre. On veut faire une sourire de cette personne et puis elle ne me sourit pas. Alors on est accroché. Et quand on est accroché, là, si on est assez chanceux, là, le courant va nous décrocher et puis continuer le parcours. Deuxième obstacle. Au milieu du courant, c'est très profond. Il y en a des troncs là, qui n'est pas assez, qui sont lourds, et puis, ils sont accrochés quelque part au fond, ils sont noyés là-dedans. Et le Bouddha dit, nous autres aussi, on est noyés par notre avidité. On veut manger beaucoup. On ne veut pas manger du tout. On se noie aussi, n'est-ce pas? Les gens qui ont peur, trop peur du sucre, là, c'est quoi le symptôme? Soit on a le diabète et puis ça, l'autre, c'est on n'a pas d'assez de sucre, là. On s'évanouit, n'est-ce pas? Alors notre avidité, et on parle des 5 attachements. Et 5 attachements, j'ai donné une journée de pleine conscience à Sherbrooke, n'est-ce pas? Sur les 5 attachements, dont la richesse, la beauté du corps, le sexe, manger, le goût, dormir, la renommée, se faire connaître. Alors, mais le deuxième obstacle passe là surtout sur être noyé dans notre avidité en général. Le troisième obstacle, il y a une petite plage ici. Alors la plage, elle est belle, c'est chaud, on peut se baigner, s'immerger là-dedans. Alors les sondables à côte et puis ils sont tous là. Et puis selon le Bouddha, cette petite plage, cette petite îlot, c'est le moi. C'est le moi. Alors on reste très, très content avec le moi. On reste très content avec le moi et puis je suis content. J'ai trouvé ma place. J'ai tout ce que j'ai. Je fais ce que j'aime.
Il n'y a pas de problème. Pas pour le moment. Et surtout, je n'ai pas de problème, mais pourquoi les autres ont des problèmes? Ça fait me faire rappeler un proverbe de Lao Tzu. Hein. Il dit, c'est parce que tu es vertueux, tu es le problème de tous tes voisins. Alors fais attention. Quand on pense qu'on est vertueux, là, fais attention. Surtout si on aime nos voisins et on veut apporter le bonheur à nos voisins. Ou on veut partager notre bonheur, n'est-ce pas? Alors le moi ici, là, c'est un obstacle pour moi, là, numéro un. Numéro un, parce que ce moi comme il est, comment dire, pour moi, c'est un super virus. C'est un super virus. On n'aura pas le temps de parler de ça aujourd'hui, mais j'aimerais continuer avec le quatrième. Le quatrième, c'est... arrive ici, il n'y a rien ici, tout est beau. Alors, il y a un tronc d'arbre qui est ici. Malheureusement, pour ce tronc d'arbre, il y a des gens ici qui voient que le tronc d'arbre, il est un beau tronc d'arbre. Moi, j'aimerais le repêcher pour faire d'autres choses. Alors, il n'est plus dans le courant. Alors, le Bouddha dit que, bon, dans la vie, vous pouvez avoir toutes les conditions, vous pouvez éviter des obstacles, mais on a des amis, des sanghas, des communautés, surtout les communautés religieuses. Elles vous repêchent. Faites attention, hein. Venez au village des girafes, ne nous faites pas repêcher. Hein. Mais c'est vrai. Parce que c'est bon d'être repêché, mais ce qu'on veut là, c'est l'éveil et la liberté, la libération de la souffrance. Pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous les autres aussi. Alors il faut faire très très attention sur ça. Côtoyer des bons amis, trouver une bonne communauté. Comment vous évaluez tout ça? On n'aura pas le temps d'aller dans les détails. Bon, c'est le quatrième. Le cinquième, c'est quoi? Le cinquième, notre frère Chân Ngộ et notre frère Kỷ a parlé de ça. Mécanique des fluides. Arrive ici, il y a un vortex, il y a un tourbillon. Et puis tous les troncs d'arbres, ça rentre là-dedans. Là. On perd la tête, ça rentre là-dedans. Et on perd la tête parce qu'à cause de notre avidité, même si on n'est pas noyé, on va être englouti dans ce tourbillon. Et j'ai parlé des 5 enchaînements, 5 attachements. L'attachement pour l'argent, par exemple, peut nous réellement noyer toute notre vie. L'attachement pour être reconnu, pour la renommée, peut nous noyer aussi là-dedans. L'attachement pour manger, pour nous faire mourir. Alors, c'est le quatrième, c'est le cinquième obstacle. C'est quoi le sixième? Le sixième, c'est que tout se passe très bien, on a rentré dans le courant, on fait attention à nos 6 sens, on est conscient de notre ego,
On choisit des bons amis, une bonne communauté. On évite les vortex, les tourbillons. On est tranquille. Mais ce qui arrive là, le danger, c'est pas de l'extérieur. Ces troncs d'arbres se détruisent par elles-mêmes. C'est-à-dire, alors c'est comme un lion qui a une maladie à l'interne. Alors, sur ça, c'est-à-dire que les troncs d'arbres, là, comment on dit, se détruisent, là, comme décomposés, là, oui, avec l'eau, là, longtemps, se décomposer. Pour ce sixième obstacle, Bouddha mentionne par exemple, on peut avoir une bonne mine ou quelque chose ou de la forme, on est très bien, on est vertueux, mais à l'intérieur, là, c'est décomposé. Alors, on peut voir quelqu'un qui est très vertueux, comme par exemple Tsenke, par exemple. Hein? Je dis par exemple. Mais heureusement, dans cet exemple, c'est l'intérieur, là. Vous ne voulez pas sentir, vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas toucher, parce que c'est pas bon à voir, c'est bon à sentir, c'est une mauvaise personne. D'abord pour elle-même. Alors, il faut faire attention. En fait, pour moi, là, les meilleurs stratégistes en géopolitique, en politique, en combat, en tout, l'espionnage. Vous allez rentrer là-dedans, là. Vous vous rappelez du film de Disney, là? Les deux magiciens, là, qui essayent de voir c'est qui est le plus fort, là. Et puis, à un moment donné, là, un des magiciens, je sais comment faire. Il se transforme en un petit virus, et puis il rentre là-dedans, là, et puis il détruit tout. C'est comme ça. Alors, le Bouddha parle des 6 obstacles avant d'arriver à l'océan. Et il parle de l'océan dans le sens que l'eau de la mer ou de l'océan a un seul goût. Ce goût, c'est le goût de l'éveil et de la libération. Je vous apporte un autre exemple reposé sur ce que notre frère Ki a mentionné. C'est quoi la libération? Au moins. Il a parlé de Aïda. Hein? Alors, pour les gens qui font la publicité, Aïda, c'est attirer votre attention, faire naître l'intérêt dans cette attention, et surtout un intérêt visé. Alors, la publicité, là, on vise les jeunes, on vise les vieilles personnes, on vise les gens qui sont seuls, qui se sentent solitaires, on vise les gens qui aiment le monde, et puis on fait réveiller l'intérêt. Et une fois réveillé l'intérêt, ça enclenche le désir, hein, ça enclenche. Il utilise le premier obstacle, ça réveille notre avidité, ça éveille notre ego, et puis ça nous engloutit dans
dans le désir. Et quand on est englouti là-dedans, on ne peut plus échapper. On va acheter. Alors, moi, ce que je propose, quand vous regardez la télévision, c'est une bonne pratique essentielle. Il ne faut pas éviter de regarder la télévision. Il ne faut pas éviter de regarder la publicité. Alors, quand vous regardez, ah, c'était intéressant. Alors, posez-vous la question, j'ai l'attention, j'ai l'intérêt. Quelle sorte d'intérêt? Pourquoi ça m'intéresse de regarder ça? Ah, avec votre pleine conscience, là, il faut chercher. Il faut chercher. Est-ce que je me sens seul? J'aimerais rencontrer des gens. Alors, il faut chercher. Est-ce que c'est visé vis-à-vis de moi? Alors, on commence à comprendre nos désirs. Parce que les désirs ne sont pas mauvais. Hein? Les désirs ne sont pas mauvais. C'est seulement quand on fait engloutir par le désir qui est mauvais. Moi, j'ai changé ça en ceci. Et si j'ai le temps, je vais parler de ça. Je vais utiliser aussi AI et je cite CA. A pour attention. I pour intérêt aussi. Mais l'intérêt déborde d'un point de vue personnel. Un intérêt parce que je commence à entrevoir la relation entre moi et les autres. Et c'est à partir de cela que j'ai la compassion. Et quand j'ai la compassion, je vais agir. Le sixième, c'est je chercherai le mot français. Bon. Faut pas rester aussi trop dans les mots et puis. Bon, je passe au deuxième partie de ma présentation. Mais avant ça, j'aimerais parler d'un cas, par exemple. Vous savez ce que c'est incel? Incel. Incel, c'est en anglais, ça veut dire involuntary celibat. C'est involontaire célibat. Célibataire involontaire. Involontaire. Ça m'a touché beaucoup. Je me rappelle, j'ai posté sur Facebook. Pendant cette semaine, il y a 2 cas qui étaient arrivés. Le premier cas, c'est une petite fille, je pense de 7 ans, à Granby, qui a été retrouvée. C'est Rosalie, ou je ne me rappelle pas le nom, mais on a retrouvé son corps dans un sac d'ordures. Et puis elle a été abandonnée par la maman. Et pendant la même semaine, il y avait un homme de 33 ans. Il a conduit une camionnette, et puis il a happé plusieurs personnes à Toronto. Et puis plus tard, on a retracé, et puis on a ce qu'on appelle un incel. C'est une personne qui peut pas être seule, qui ne peut pas être célibataire. Mais il se sent qu'il est forcé d'être célibataire. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas réellement exprimer sa
sa colère envers la société. Alors, il a choisi de mourir en faisant mourir d'autres. Alors, s'occuper de ses sentiments, de ses cordes vocales ou des cordes sensibles essentielles, il faut le faire très tôt. Et malheureusement, on ne sait pas qu'on est jeune. Quand on arrive peut-être à 40 ans, 50 ans, on commence à réaliser mais on ne peut pas mettre le point sur c'est quoi. On peut mettre le point sur les autres. Ah, c'est lui qui m'a fait ça, c'est elle qui m'a fait ça. Mais en fait, beaucoup de choses viennent de notre façon de voir, de n'être pas conscient de ce qui est réellement en nous. Alors ce matin, vous avez écouté le discours sur le bonheur. Est-ce que c'est simple? C'est très simple, n'est-ce pas? C'est très essentiel. Et pourtant, on a plusieurs d'entre nous, sinon presque tous, toutes les conditions pour avoir ce bonheur. Avoir des bons amis, avoir une maison, pouvoir manger quand on a faim, respirer l'air du village des Érables, prendre l'eau du robinet, ou se coucher et ne pas avoir froid. On a les conditions pour... il suffit de avoir cette pleine conscience de savoir qu'on a tout cela. Déjà, c'est une pratique essentielle. Mais les pratiques essentielles qu'on parle au village des Érables rentrent un peu plus. Par exemple, quand vous essayez d'avoir une bonne position. Parce que si vous avez une mauvaise habitude, vous aurez des problèmes de dos. Si vous n'avez pas encore des problèmes de dos, vous aurez des problèmes de dos. Quand vous vous tenez debout, ne tenez pas comme ça. Comme ça. Bon, pour quelques minutes, c'est bon. Mais vous ne faites pas attention, vous aurez mal au talon, ce talon-ci. Si vous êtes habitué à mettre votre poids sur un pied seulement, alors il faut avoir de la pleine conscience pour prendre soin de son corps. Je vais revenir un petit peu pour faire plaisir à notre frère Tennoo, qui n'a pas pu terminer les quatre acquisitions précieuses dont j'ai parlé pendant une journée de pleine conscience à Québec. C'est quoi les 4 acquisitions précieuses? Maladie. Suffisance. Un bon sangha, une bonne sangha. Et savoir se libérer. Liberté. Acquisition précieuse. Quand on est malade, c'est très bien. Pourquoi? Parce que quand on n'est plus malade, là,
on se rend compte que la santé, c'est la meilleure. Quand on est malade, très grave, c'est aussi très bien. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on comprend les gens qui sont malades très graves. On ne peut pas les comprendre quand ils sont malades très graves. Alors vous voyez, dans toutes les conditions, faire ou ne pas faire, être ou ne pas être, il y a toujours une transformation et avec cette transformation, on peut guérir. Bien sûr, on veut parler de santé, n'est-ce pas? Et vous qui êtes en santé ou relativement en santé, est-ce que vous pensez que c'est précieux? Mais non, ne pensez pas que c'est précieux. Jusqu'au moment que vous tombez malade, ou malade grièvement. Suffisance. Ouais, c'est bon. Suffisance, c'est quoi? Ça c'est une accusation, mais c'est très, très difficile. Parce que, par exemple, vous sortez dehors, il fait froid. Vous mettez quelque chose, un chandail. Oh, c'est assez. Et puis, tout d'un coup, un coup de vent. Ouh, c'est pas assez. Hein? Alors, vous mettez beaucoup. Et puis, vous avez chaud. Vous voyez, c'est ça. Alors, c'est toujours comme ça dans la vie. Il faut toujours avoir la pleine conscience pour savoir que c'est suffisant pour le moment. Vous mangez. C'est déjà bon. Mais vous voulez encore manger? Et vous avez des indigestions? Vous donnez des conseils. Vous donnez un conseil à votre être cher. Elle vous écoute. Vous donnez 10 conseils, je veux plus t'écouter. Vous voulez parler à cette personne? Le matin, elle vous écoute. Et vous continuez, vous parlez à midi, l'après-midi, le soir, vous parlez. Voyez, il faut savoir quand s'arrêter. Et c'est pour ça, au village des Érables, il y a 2 choses qu'on vous invite à pratiquer souvent. D'abord, c'est le silence. Deuxièmement, c'est l'arrêt. L'arrêt, c'est pas seulement stop. Stop de faire et stop de ne pas faire. Vous voyez la relation dans tout ça? Est-ce que vous pensez que faire ou ne pas faire, c'est un bon mantra? Pour moi, c'est un très bon mantra. Une bonne sangha. Une bonne sangha, c'est quoi? C'est pas une sangha où vous allez et puis on va dire des choses que vous aimez. Et une bonne sangha, ce n'est pas une sangha qui vous allez retrouver les personnes que vous voulez côtoyer. Et selon le Bouddha, une bonne sangha, une bonne communauté, c'est une communauté qui est toujours là, toujours là pour vous soutenir dans des moments joyeux ou des moments difficiles. Ça, si vous arrivez à bâtir une sangha, une telle sangha, où que vous allez avoir une bonne sangha. Mais même si on a tout ça, tous les trois, on sera toujours accroché, n'est-ce pas? Il y a des obstacles.
Parle d'un sangha. C'est quoi un bon sangha aussi? Comment se comporter pour que notre sangha soit une communauté harmonieuse? Et dans l'enseignement du Bouddha, il parle souvent, vous savez, en Inde, on boit beaucoup de lait. Hein. Et puis le Bouddha parle souvent d'une communauté harmonieuse, c'est comme vous mélangez le lait et l'eau. Vous avez le lait, vous versez dans l'eau. Ben, la moitié du bol de lait devient un bol rempli de lait dilué. Mais vous ne pouvez pas séparer entre l'eau et le lait. Si vous rentrez dans l'eau comme une tache d'huile ou des gouttes d'huile, la tache d'huile va rester tache d'huile, la goutte d'huile va rester goutte d'huile. Hein? Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas d'harmonie. Mais ce n'est pas c'est pas le désastre. Parce que si on comprend bien le caractère de l'huile, on peut ajouter des émulsifiants qui va être un lien entre l'huile et l'eau, et puis ça devient une bonne vinaigrette. Hein? Vous ajoutez du vinaigre ou jus de citron, vous ajoutez des choses, et puis on fait un bon mélange. Ça va jusqu'ici? Est-ce que j'ai parlé des pratiques essentielles assez? Maintenant, on parle aussi de prendre soin de soi dans nos 4 positions. Vous voyez, on a tendance à penser, et puis oh, il faut finir ça, il faut que je comprenne ça, puis je vais parler un peu de liberté. Pour moi, la liberté, c'est ne pas être emprisonné, n'est-ce pas? Les attachements. Alors, quand je veux faire quelque chose, et je ne peux pas faire cette chose, je suis attaché. Si je reste, si je suis obsédé à vouloir le faire absolument, alors je ne suis pas libre. Alors, si je veux faire quelque chose et les conditions qui ne sont pas là, je laisse tomber pour garder ma liberté. Ah, mais c'est ça, je vous offre quelque chose de très dans les détails. Hein, ça vient de moi. Hein. Lâcher prise. Je vous offre quelque chose que j'ai réalisé en aidant quelqu'un. Elle a la difficulté de faire le lâcher prise. Et je dis, mais c'est facile. Si j'ai dans ma main cette feuille de papier, lâcher prise, c'est laisser tomber. Mais c'est quoi la difficulté de laisser tomber? Parce que c'est tellement important pour moi que je garde cette condition. Je ne peux pas laisser tomber. Mais nous, dans les entraînements, on dit que bon, ce sont des entraînements, laissez tomber. Pratiquez le laisser tomber. Personne ne vous dit que vous pouvez le ramasser. Alors vous laissez tomber pour 5 minutes, pour 10 minutes, pour une demi-heure, pour 1 heure. Mais si vous êtes bon pour 10 ans, mais ramassez après. C'est ça être libre pour moi. C'est-à-dire que être libre, c'est
libres dans nos décisions, libres aussi de revenir, de faire ou de ne pas faire. Par exemple, être en colère. Ah, je suis tellement en colère, je veux dire ça, je ne peux pas garder en moi. Revenez à votre respiration, faites un lâcher prise de la colère. Vous allez revenir à votre colère. Mais cette fois-ci en pleine conscience, dans le calme, dans la sérénité, en voyant exactement c'est quoi qui cause votre colère. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Quelles sont les conditions? Alors, à ce moment-là, on va régler le problème. On ne vous dit pas de, bon, oubliez tout ça. Mais non. La difficulté, c'est qu'on pense que c'est, bon, on oublie ça. Ça va pour la liberté? Et la liberté aussi, sur toutes les choses, n'est-ce pas? Sur toutes les choses qui nous accrochent. Ah, surtout la plage qui est belle, du mois là. Ah. Très difficile de faire le lâcher-prise. Parce que ce mois-là, il va nous chercher. Je me rappelle, il y a peut-être 5 ans, on a eu une réunion d'anciens amis de collège. Alors on s'est séparés à peu près 40 ans. Et puis, après 40 ans, on s'est séparés quand on était 16 ans, 17 ans. Et puis, après 40 ans, là, c'est presque 60 ans. Vous voyez? Et puis, oh, comment vas-tu? Et puis, bon, alors, à ce moment-là, j'ai écrit un long poème. Et dans ce poème, j'ai écrit, pour le premier, gặp nhau được nói, được cười, được nghe, được hiểu như người trong mơ. Tưởng bây giờ là bao giờ, rõ ràng trước mắt, lại ngờ chiêm bao. Alors, dans ce premier verset, j'ai repris les 2 versets de notre grand poète vietnamien Nguyễn Du. C'est-à-dire, c'est tellement clair que c'est devant toi, mais tu penses que c'est un rêve. Alors, les 2. Alors, j'ai dit dans les premières phrases, on se rencontre, on peut se parler, on peut rire de joie ensemble, on est écouté, on est compris, parce que tout ce qu'on dit, les autres nous comprennent. C'est comme dans un rêve. C'est ça. Et puis j'ai réalisé aussi, pour chacune de nous, c'est ça une de nos cordes sensibles. On cherche le bonheur. Mais c'est quoi le bonheur? On aimerait avoir les conditions où on peut trouver la joie, le rire, être écouté, de pouvoir dire des choses, être compris dans le très très profond de nous-mêmes. Parce qu'il suffit de dire, oh, tu te rappelles de ce prof? On n'a pas besoin d'ajouter, hein, n'est-ce pas? C'est l'expérience, c'est essayer de faire ça avec vos enfants ou les gens qui ne sont pas dans la même expérience. On n'est pas compris. Alors, quand on rencontre quelqu'un
qui nous écoute, qui nous comprend. Mais c'est comme dans un rêve. Mais pire, c'est la réalité et on pense que c'est un rêve. Et c'est pourquoi qu'on pratique de rester dans le moment présent, parce que dans le moment présent, le bonheur existe, ça existe, ça existe. Et on croit que le bonheur, c'est dans un rêve. On le cherche. Bon, à ce moment, j'aimerais ajouter ou vous partager une autre chose que je n'aurai pas le temps d'entrer dans les détails. C'est une phrase de Thay qui dit que le bonheur, ce n'est pas une affaire individuelle. Nous autres, on cherche le bonheur comme on cherche la plage qu'on peut s'allonger, rester toute seule, satisfait et se décomposer. Pour moi, j'ajoute une autre phrase. Alors, Thay dit, le bonheur, ce n'est pas une affaire individuelle. Et je dis aussi, les souffrances, ce n'est pas non plus une affaire individuelle. La souffrance de cette petite fille de 7 ans n'est pas seulement la souffrance de cette famille, n'est-ce pas? Elle doit être la souffrance de la société. Elle doit être ma souffrance. La souffrance de celui qui est nommé incel. Ce n'est pas seulement sa souffrance. Ça doit être ma souffrance aussi. Parce que sans cette réalisation, réalisation, c'est un mot qu'on essaie de chanter souvent, sans cette réalisation, on ne trouvera jamais de bonheur. J'aimerais qu'on chante la chanson que Yann a suggérée, que j'aime beaucoup. Chantons ensemble, partageons notre bonheur et nos souffrances. Quand c'est la joie qui monte en moi, reviens en toi et nourrir-la. Prends-en grand soin, partage-la. Mets-moi, oui, promets-moi, quand la souffrance remonte en toi, reviens en toi, regarde-la, embrasse-la et guéris-la. Ah, promets-moi, oui, promets-moi,
promets-moi, quand la colère monte en toi, reviens en toi et comprends-la. Parle pas, transforme pas. Ah, promets-moi, oui, promets-moi, quand la joie qui monte en toi, reviens en toi et nourrir-la. Prends les soins, partage-la. Promets-moi, oui, promets-moi, quand la souffrance monte en toi, reviens en toi, regarde-la, embrasse-la et guéris-la. Ah, promets-moi, oui, promets-moi, quand la colère monte en toi, reviens en toi et comprends-la. Ne parle pas, transforme-la. Ah, promets-moi, oui, promets-moi, quand c'est la joie qui monte en toi, reviens en toi et nourris-la. Prends-en grand soin, partage-la. Alors, pour terminer en beauté, j'aimerais vous offrir un autre poème que j'ai écrit ici. Plusieurs d'entre vous le connaissent déjà. C'est sur la petite goutte de pluie. Viens, petite goutte de pluie, viens me caresser la joue tendrement pour que je puisse toucher ta fraîcheur, pour que mes larmes deviennent aussi pluie. Viens, petite goutte de pluie, viens m'offrir ton sourire radiant et m'emporter dans ta joie et accélérer la transformation de mes soucis. Viens, petite goutte de pluie, viens me parler de l'océan et de ton voyage sur ce nuage argenté et de votre passage hier soir dans la pleine lune. Viens, petite goutte de pluie, viens arroser le jardin de mon cœur pour que je puisse offrir les plus belles fleurs, quoiqu'elle est éphémère, notre vie. Viens, ma petite goutte de pluie, que tu sois larme de joie ou de tristesse, nous chanterons la vie en symphonie, avec montagne, forêt, rivière et amis. Viens, chère petite goutte de pluie, surtout si tu as passé par des sentiers battus, viens me raconter tes péripéties, tu sais bien que je suis toujours ici. Va, chère goutte de pluie, continuez de danser ta chorégraphie, pour que ton bonheur est celui de tes chéris, pour ton bonheur et pour le mien aussi.